Donc là, on va passer au quatrième et dernier bloc de la journée. Donc en fait, si vous étiez là ce matin, c'est le même bloc que le premier bloc de la journée, qui s'appelle donc Approche innovante et perspectives critiques pour favoriser la justice sociale et l'inclusion. Alors, effectivement, on a reçu beaucoup de présentations pour ce thème. C'est pour ça qu'il revient 2 fois dans la journée. Puis, encore une fois, on va avoir 3 présentations au même format. Donc, toujours des présentations de 12 minutes et 5 minutes de questions. Puis, le bloc va durer jusqu'à environ 15h50 à peu près. Puis après, ça va déjà être la fin de la journée. Ça passe vite. Puis, à la fin du bloc, on va diffuser sur les écrans un code QR que vous pourrez scanner, puis vous pourrez voter pour votre présentation coup de cœur. Puis ensuite, on va remettre le prix pour cette présentation coup de cœur vers 4h15. Puis on va conclure avec un petit mot de la fin. Et à partir de 4h30, pour les personnes qui étaient intéressées à se joindre au cocktail, on va aller se diriger tranquillement vers le bar Chikedi. Donc pour le 5 à 7 de réseautage. Et donc là, avant tout, on a encore 3 belles présentations qui s'en viennent. Donc on va parler d'abord des technologies pour les personnes aînées au Québec. On va parler de l'inclusion des personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle dans les appartements supervisés. Et on va parler de santé sexuelle et de plaisir chez les communautés autochtones au Nunavik. Donc pour la première présentation, je vais inviter Julie Castonguay à venir présenter. Donc, bonjour, mon nom est Julie Castonguay. Je suis chercheure au Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, le CCEG. Puis, je suis accompagnée d'Atem Laroussi, qui est assistant de recherche avec nous. Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser collectivement la question: les technologies favorisent-elles l'accès aux services essentiels chez les personnes aînées québécoises? Plan de présentation. Le vieillissement de la population québécoise est inéluctable et ira en s'accélérant. La plupart des personnes aînées vivent à domicile et souhaitent y demeurer le plus longtemps possible. Pour ce faire, le maintien de leur santé est primordial. Donc, elles doivent être en mesure de s'alimenter et de se procurer la médication qui est requise. Pourtant, au Québec, les personnes aînées sont confrontées à des difficultés d'accès aux services essentiels, comme l'achat de médicaments et l'approvisionnement en aliments. Des technologies numériques visent à favoriser l'accès aux services essentiels, mais encore faut-il que les personnes aînées veuillent et soient en mesure de les utiliser. C'est pourquoi le CCEG, en partenariat avec des personnes aînées et des organisations des secteurs privés et à but non lucratif, ont mené un programme de recherche-action. Le programme de recherche-action visait à favoriser l'accès à des services essentiels chez les personnes aînées du centre du Québec, notamment par la réalisation de 2 projets. Le premier projet portait sur l'achat d'épicerie en ligne, puis le deuxième projet portait sur l'utilisation du dossier Ma Santé de la pharmacie. 3 objectifs spécifiques étaient poursuivis. Le premier objectif était d'identifier les besoins des personnes aînées en matière d'achat d'épicerie ou de renouvellement d'ordonnances. Le deuxième objectif était d'identifier les freins et les leviers à leur achat d'épicerie ou à leur utilisation du dossier Ma Santé. Puis le troisième objectif était de favoriser le transfert et la mobilisation des connaissances auprès des personnes aînées, mais également des entreprises. Pour ce faire, le cadre de référence de la compétence numérique et le design de l'expérience de l'utilisateur ont été mobilisés en complémentarité. Ces cadres conceptuels ont guidé la collecte et l'analyse de données auprès de 17 personnes aînées du centre du Québec. Chaque personne aînée devait participer à au moins à au moins une rencontre comprenant 3 volets. Le premier volet était de faire de l'achat d'épicerie à l'aide d'une des plateformes d'IGA, donc IGA.net ou Voilà, ou de renouveler une ordonnance à l'aide du dossier Ma Santé de Brunet, tout en énonçant à voix haute leurs pensées. Ensuite, les personnes devaient répondre à un formulaire d'appréciation de la plateforme d'achat d'épicerie ou du dossier Ma Santé, puis de répondre à des questions d'entrevue. Pour la grande majorité des personnes aînées, c'était vraiment la première fois qu'ils utilisaient ces services en ligne. Confrontés à des difficultés d'accès à des services essentiels
qui pourraient compromettre leur santé et leur souhait de demeurer à domicile le plus longtemps possible, les personnes aînées ont un pouvoir d'agir sur leur situation, soit en optant ou en décidant d'utiliser ou non les services en ligne. Donc, l'exercice du pouvoir d'agir d'une personne aînée renvoie tantôt à sa volonté d'agir. Est-ce qu'elle veut utiliser les services en ligne? Puis tantôt à son devoir d'agir. Se trouve-t-elle contrainte d'utiliser les services en ligne? L'exercice du pouvoir d'agir par le numérique présuppose une volonté d'agir, soit la possibilité de choisir librement et de façon éclairée. Cette volonté d'agir se traduit par la possibilité qui s'offre aux personnes aînées de choisir de recourir ou non au numérique pour s'approvisionner en aliments et en médicaments, en fonction des autres options qui sont disponibles, de leurs préférences, de leurs croyances, mais également des réalités auxquelles elles sont confrontées, puis de qu'est-ce qui convient le mieux à leur situation. Par exemple, des personnes aînées pour lesquelles aller faire l'épicerie ou aller à la pharmacie est vraiment un gage d'autonomie fonctionnelle, bien, ils vont pas d'emblée vouloir utiliser les services en ligne. Ça va être contraire un peu à leur idée d'autonomie. Les personnes aînées, d'un autre côté, peuvent ne pas être considérées comme des utilisatrices potentielles des services en ligne parce que ce sont des personnes aînées. Donc, on leur parlera même pas des services en ligne parce qu'on va présupposer qu'ils sont pas capables de les utiliser et que ça les intéresse pas. Donc, comme ça, on les maintient dans l'ignorance des services en ligne, puis ainsi, elles se trouvent privées d'une possibilité. Donc, s'approvisionner en aliments et en médicaments par le numérique peut à son tour influencer la liberté de choix des personnes aînées en pouvant s'approvisionner elles-mêmes en aliments et en médicaments au moment qui leur convient le mieux, puis en pouvant avoir accès à des services qui ne sont pas nécessairement accessibles chez leur marchand local, mais les personnes utilisatrices retrouvent une certaine liberté de choix. S'approvisionner en aliments et en médicaments par le numérique peut aussi restreindre la liberté de choix. Par exemple, ce ne sont pas toutes les bannières en alimentation qui offrent la livraison gratuite. Puis, lorsqu'elles l'offrent, bien, des fois, c'est pour des territoires qui sont à proximité des grands centres. Donc, des personnes aînées pourraient-elles se voir contraintes dans le choix de la bannière afin de bénéficier de la livraison gratuite et même de débourser davantage pour leur épicerie? D'ailleurs, pour économiser, des personnes aînées vont magasiner les rabais puis faire des achats dans plusieurs commerces en fonction des spéciaux. Une volonté d'agir ne garantit pas un pouvoir d'agir par le numérique. Utiliser les services en ligne suppose, indépendamment de l'âge, d'avoir développé une compétence numérique, d'avoir accès à un appareil électronique qui est relativement récent, puis aussi d'avoir une connexion Internet qui est stable. De plus, les services en ligne ne sont pas conçus en fonction des besoins et des réalités des personnes aînées, à moins de s'adresser spécifiquement à elles, ce qui n'est pas souvent le cas, ce qui peut freiner l'utilisation des services en ligne puis affecter l'expérience d'utilisation également. Pourtant, les personnes aînées qui rencontrent des difficultés à utiliser le numérique peuvent avoir tendance à se blâmer elles-mêmes plutôt que d'envisager que le service en ligne et son fonctionnement peuvent présenter des lacunes sur le plan de l'expérience d'utilisation. La croyance en leurs compétences numériques en sera affectée, le sentiment d'échec venant confirmer que le numérique n'est pas pour elles à leur âge. Leur mésaventure et celle des autres alimentent leur réticence envers le numérique, comme l'illustrent les propos d'Agathe. « Je suis bien mieux d'arrêter, je te fais perdre ton temps. » Avec la pandémie, le numérique est vraiment devenu incontournable. Un devoir d'agir par le numérique s'impose. En effet, plusieurs personnes ont eu l'occasion et bien souvent l'obligation de s'y familiariser rapidement. Désormais, 78% des personnes aînées québécoises utilisent Internet quotidiennement. Une majorité de personnes aînées québécoises est d'avis que le numérique peut les aider à améliorer leur qualité de vie à domicile, notamment en favorisant un accès aux services essentiels. Doit-on alors sensibiliser les personnes aînées à l'utilité du numérique, notamment dans une perspective de soutien à domicile, et les amener à l'utiliser, voire les convaincre ou les contraindre à l'utiliser, ou doit-on finalement respecter leur choix de ne pas utiliser les services en ligne? Un devoir d'agir par le numérique ne garantit pas un pouvoir d'agir. Au contraire, il peut se solder en un agir par procuration. Malgré une volonté d'agir, incapables de le faire ou croyant l'aide des personnes aînées, vont remettre leur sort dans les mains de quelqu'un d'autre, comme cela a été le cas pour Nicole. Ça devenait un besoin vital de ravitaillement. Ça n'allait tellement pas bien, leur plateforme, j'ai fait faire l'épicerie par ma petite fille. En déléguant ainsi, il devient difficile pour les personnes aînées de développer leurs compétences numériques
ce qui entraîne un cercle vicieux. L'utilisation du numérique peut priver les personnes aînées d'activités qu'elles aiment et limiter leur interaction avec d'autres personnes. Aller faire l'épicerie ou aller à la pharmacie n'est pas forcément une corvée pour les personnes aînées. Ça peut être une occasion de sortie puis de socialiser, finalement. Il y a Serge qui nous contait justement que quand il allait faire l'épicerie avec son beau-père, ce que son beau-père aimait, c'était vraiment de choisir ses bananes. Donc, il pouvait rester 10 minutes devant l'étalage de bananes pour choisir ses bananes, mais c'est quelque chose qu'il aimait vraiment faire. Donc, Serge nous dit, il y a des choses comme ça qu'on aime bien faire par soi-même. Yep. Bon. Donc, après ça, donc, on va passer plus pour l'aspect plus concret des choses. Donc, ici, quand vous voyez donc, sur le tableau, donc, il y a notre interface. Donc, vous voyez, voilà, c'est la plateforme d'épicerie en ligne IGA, mais aussi il y a dossier Ma Santé pour renouveler les coordonnées en ligne avec la pharmacie Brunet. Donc, on va prendre juste un exemple. Donc, par exemple, ici, donc, si on prend par exemple l'exemple de ma pharmacie Brunet, on trouve qu'il y a un checklist. Donc, toutes les activités, donc la personne aînée, elle peut cliquer une chose à la fois. Donc, et elle sera toujours orientée vers une petite vidéo explicative. Donc, avec une narration, avec un texte écrit pour aider et répondre aux besoins de toute la population. Donc, ici, il y a un code de QR. Donc, si vous voulez vraiment accéder à ces plateformes, donc, ça peut être vraiment utile, donc, à travers notre site de Centre collégial d'expertise en gérontologie. Pour les défis rencontrés, donc, les premiers défis qu'on a trouvés, c'est d'abord limite territoriale de la recherche, parce que notre recherche est au centre de Québec. Donc, il y a beaucoup des participants, ils ont arrêté à un moment donné la participation à la recherche. Nos partenaires, donc, sont des partenaires locaux, donc Jean Coutu-Brunet ou bien IGA sont des partenaires du centre de Québec. Et aussi, donc, on a aussi l'évolution rapide et constante du numérique. Le numérique, il avance de façon très rapide et parfois, donc, on a développé des vidéos, mais ces vidéos, donc, ça peut être d'ici quelques mois, parfois juste l'année prochaine, ça peut être vraiment plus utile. Donc, ça, c'est à voir. Et le dernier défi, c'était la mise en pratique des étapes de réalisation présentées dans les dépliants. Et ici, on a les dépliants. Je te laisse ici, OK. Et capsule vidéo explicative n'est pas gage de succès. C'est pas toujours vraiment quelque chose qui est très gagnant, surtout pour les personnes aînées qui, par exemple, préfèrent pas utiliser le numérique ou bien ils ont un problème avec le numérique. Pour les recommandations, donc l'inclusion des personnes aînées est un point fort dans notre projet. Le développement des outils est faite pour les personnes âgées et avec les personnes âgées. C'est-à-dire les personnes âgées sont impliquées dès le début jusqu'à la fin. Dès le brainstorming, dès qu'on a commencé à avoir l'idée et développer l'idée, les personnes aînées sont impliquées et à chaque étape, ils sont consultés, ils sont impliqués et leur feedback et leur rétroaction étaient toujours appréciés. Donc, dans ce projet, la personne est sentie comme utile car elle est impliquée dans tout le processus de projet. Contrairement à plusieurs initiatives, les personnes aînées sont accompagnées et plusieurs éléments sont pris en considération, comme par exemple la tonalité de la narration, la taille de l'écriture, le choix des couleurs, le rythme de la narration. C'est pas juste qu'est-ce qu'on a trouvé dans la littérature, mais aussi ce que les personnes aînées ont suggéré ou ils ont déjà pensé ou ils ont parlé. Et après, donc le numérique, alors, est-ce qu'il favorise l'accès aux services essentiels chez les personnes aînées québécoises? Il importe que de les informer de l'existence des services en ligne ainsi que leur offrir le choix de les utiliser ou non, suivant le cas d'autres options ou le soutien nécessaire. Cependant, il faut se garder de penser que l'utilisation de services en ligne incombe aux personnes aînées qu'elles n'ont qu'à développer leurs compétences numériques. L'inclusion numérique relève tout autant d'une responsabilité collective alors que les organisations publiques, privées et à but non lucratif se trouvent davantage vers le en ligne pour communiquer avec la population ainsi que leur offrir des services. Les personnes concernées, en l'occurrence aînées, devraient prendre part au développement des services technologiques numériques, minimalement être consultés à cet effet de sorte qu'ils répondent aux besoins, qu'ils soient adaptés à leur réalité et qu'ils leur offrent une expérience d'utilisation optimale.
Donc, merci donc, pour tous nos partenaires, mais aussi, si vous avez des questions, il y a l'email de Julie. Merci. On va passer à la deuxième présentation du bloc. Justine Marcotte. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, de prendre part à cette belle journée. Donc, je vous parle aujourd'hui d'une partie de mon projet de thèse qui est réalisé là, sous la supervision de Marie Grandisson et Sophie Dupéré à l'Université Laval. Ça porte sur le co-développement d'un réseau d'entraide favorisant l'inclusion de personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle qui vivent en appartement supervisé. Donc, pour le plan de la présentation, c'est assez classique, donc je vais aller vite là-dessus. Je commence par une petite mise en contexte par rapport aux options résidentielles qui ont été offertes aux personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle à travers le temps. Donc, on est passé d'une logique de placement des personnes dans des institutions très médicalisées à une logique d'hébergement dans les années 70 environ. Donc, à travers la logique d'hébergement, on voulait créer des plus petits milieux résidentiels intégrés physiquement dans les communautés. Par contre, ce modèle-là s'est attiré plusieurs critiques. Donc, certains vont dire que bien que ça permette l'intégration physique, ça ne permette pas une réelle inclusion des personnes dans les communautés. D'autres vont aller jusqu'à dire qu'on a en fait reproduit des mini-institutions qui ont simplement été déplacées justement dans les communautés. Donc, ces critiques-là ont notamment contribué à l'émergence d'un nouveau modèle de logement pour les personnes autistes présentant une déficience intellectuelle depuis quelques années, qu'on va appeler le chez-soi. Donc, qu'est-ce qu'un chez-soi? Ça peut prendre concrètement différentes formes. On peut penser à une maison, un condo, un appartement. Ça peut être en ville, ça peut être en campagne. Peu importe. L'important, c'est que les personnes qui y habitent se sentent réellement chez elles, que les personnes exercent du contrôle, qu'elles prennent des décisions sur leur quotidien également, qu'elles choisissent qui entre ou pas dans leurs espaces intimes, qu'elles bénéficient des mêmes services que ceux offerts au reste de la population et qu'elles soient incluses dans leur communauté, qu'elles y participent réellement. Donc, je vous ai parlé que ça peut prendre différentes formes. Là, chez soi, ça peut être des logements réguliers destinés à monsieur, madame, tout le monde, qu'on pourrait dire. On peut y habiter là, de façon complètement autonome. On peut y recevoir certains services, par exemple, si ça correspond à nos besoins. Pour les personnes qui ont besoin de davantage de soutien, qui ont plus de difficultés par rapport à la réalisation des activités du quotidien, par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont en émergence présentement au Québec pour leur offrir des milieux de vie qui s'inscrivent dans le modèle du chez-soi, mais qui va leur permettre d'offrir un niveau de soutien qui correspond à leurs besoins. Donc, il y a plusieurs projets qui sont en cours, comme je disais. Ils ont chacun leur spécificité, mais il y a quand même des tendances générales qui se dégagent. Donc, généralement, c'est des projets portés par des groupes de parents ou des organismes communautaires. Généralement, on va regrouper là, quelques personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle sous un même toit. Il va y avoir des espaces intimes, donc ça peut être une chambre ou un appartement complet, puis des espaces communs. Puis, il va y avoir des intervenants sur place pour offrir du soutien. Donc, le type de soutien qui est offert, l'intensité de ce soutien-là va varier là, selon les besoins. Donc, c'est vraiment un super modèle de chez soi. Donc, ça répond là, aux désirs, aux aspirations de plusieurs personnes autistes ou présentant une déficience intellectuelle. Ça répond aussi aux préoccupations de plusieurs parents qui se demandent où va habiter là, leur enfant devenu adulte lorsqu'il ne pourra plus habiter à la maison familiale. Par contre, d'actualiser cette belle vision-là du chez-soi en pratique, c'est un défi. Donc, comme je disais, c'est un modèle qui est émergent, puis on a peu de données pour accompagner les organisations dans la mise en place, dans l'actualisation concrète de cette belle vision-là qu'ils ont. Donc, c'est ce qui me donnait envie de produire des données scientifiques pour soutenir les organismes qui développent présentement des projets d'appartements supervisés à vraiment actualiser leur vision du chez-soi sur le terrain. Donc, pour ce faire, je me suis alliée avec un organisme qui s'appelle le Phare des îles, qui est situé aux îles de la Madeleine. Donc, c'est un groupe de parents qui voulaient créer un milieu de vie là, qui s'inscrit dans le modèle du chez-soi pour leurs enfants devenus adultes. Donc, c'est un projet là, d'appartement supervisé. Dans l'élaboration du projet, le Phare avait différents questionnements. Donc, il se demandait, par exemple, comment bien soutenir les locataires dans leur inclusion communautaire. Donc, comment créer un milieu qui va être favorable à ce que les locataires puissent aller faire leur épicerie, participer à des loisirs, s'engager dans un travail, dans des activités de bénévolat, par exemple. Puis, comment aussi les personnes, on va les soutenir, comment on va créer un milieu qui concrètement les soutient dans le plein exercice de leur autonomie au quotidien. Donc, ça rejoignait plusieurs de mes préoccupations que je vous ai parlé précédemment, que je vous ai partagées précédemment. Donc, on a choisi de travailler ensemble sur un projet de recherche lié à ces thématiques.
Donc, on s'est inscrit dans une approche de recherche-intervention. On a créé un groupe collaboratif pour prendre les grandes décisions en lien avec le projet de recherche. Donc, dans le groupe, il y avait des représentants, évidemment, de l'organisme communautaire, donc une employée, 2 administrateurs et administratrices du conseil d'administration, 2 futurs locataires potentiels, ainsi qu'un parent d'un futur locataire potentiel. Puis, il y avait des représentants de l'équipe académique. Puis, l'idée, c'était de travailler ensemble pour prendre des grandes décisions pour, ultimement, avoir un projet de recherche qui soit à la fois rigoureux et pertinent. Donc, la première grande décision qu'on a eu à prendre, c'est choisir plus spécifiquement l'objectif de recherche. Donc, je m'étais entendue avec des représentants de l'organisme sur les grandes thématiques, mais il fallait cibler plus précisément sur quelle stratégie on allait travailler, justement, pour soutenir l'inclusion et l'autonomie. Donc, pour prendre cette grande décision-là du choix de l'objectif de recherche, on a fait ça à travers nos 2 premières rencontres de travail. Donc, à la première rencontre, on a développé une vision commune de ce que c'est pour nous comme groupe l'autonomie, l'inclusion communautaire. On a discuté, échangé nos idées par rapport à comment on peut créer des milieux de vie qui sont favorables à l'inclusion et la participation communautaire. Donc, moi, je suis repartie avec toutes les idées qui avaient été partagées, les perspectives du groupe pour leur proposer 3 stratégies concrètes sur lesquelles on pourrait travailler dans le cadre du projet de recherche. À la rencontre suivante, les participants étaient invités à partager leurs perspectives par rapport à ces stratégies-là, puis on a passé à un vote anonyme pour nous aider à prendre la décision. Donc, pour le vote, les membres du groupe étaient invités à situer sur une échelle de 1 à 10 l'importance qu'ils accordaient à chacune des stratégies. Donc, est-ce qu'ils trouvaient que c'était important qu'on s'y attarde dans le cadre du projet de recherche? Puis aussi, sur une échelle de 1 à 10, la faisabilité. Donc, est-ce qu'ils considéraient que c'était faisable qu'on s'y attaque dans le cadre du projet de recherche? Donc, rapidement, ça nous a permis de situer là où était le pouls du groupe par rapport à chacune des stratégies proposées. Donc, c'est ce qui nous a amené là à choisir de travailler sur le développement d'un réseau d'entraide. Donc, qu'est-ce qu'on avait en tête plus spécifiquement comme réseau d'entraide? En fait, on voyait qu'il pourrait y avoir de l'entraide entre les locataires au sein du phare. Donc, que les locataires allaient avoir des forces, des défis qui allaient être différents, puis que ça serait intéressant de les soutenir dans une entraide qui mise sur les forces de chacun. Mais aussi de l'entraide entre les locataires du phare et d'autres gens qui habitent aux îles de la Madeleine, de façon à soutenir les locataires dans leur inclusion communautaire et dans leur autonomie. C'était très important pour nous que le réseau mise sur les talents de chacun, donc que tout le monde qui s'implique dans le réseau puisse y mettre ses talents à profit, que ce soit gagnant-gagnant, donc que tout le monde qui s'y implique, qui trouve son compte, que ce soit durable dans le temps et que ça s'arrime avec les forces qui étaient déjà existantes dans la communauté. Donc, on m'a répété souvent, on veut pas réinventer la roue, là. On veut partir de ce qui se fait déjà de bon chez nous. Il y a plein de bonnes initiatives, puis on veut juste construire là-dessus et non repartir à neuf. Par la suite, avec le groupe collaboratif, on a discuté là, de quel genre de collecte de données on voulait réaliser pour travailler à atteindre notre objectif. Donc, on a choisi une méthode de collecte de données qualitative. Donc, on voulait interroger à la fois les locataires qui allaient habiter au phare des îles, mais aussi toute personne aux îles qui pourrait s'impliquer éventuellement dans le réseau d'entraide. Avec les locataires, on voulait faire des entrevues individuelles pour aller explorer en profondeur leurs perspectives. Pour les personnes des îles qui pourraient s'impliquer dans le réseau, on a organisé un forum communautaire pour favoriser là, notamment l'émergence d'idées créatives. Donc, jusqu'à présent, il y a seulement le forum qui a été réalisé. Donc, je vous en parle plus en détail ici. Donc, vraiment, toute personne qui habitait aux îles de la Madeleine, qui avait plus de 16 ans, puis qui était intéressée à venir partager ses idées, était invitée à prendre part à ce forum-là. Donc, on a séparé les participants en sous-groupes, puis on a alterné entre des périodes d'échange en sous-groupe et en grand groupe. Donc, l'idée, c'était par exemple, on a commencé avec le scénario catastrophe. Donc, on demandait aux participants de réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas que ça fonctionne, notre initiative de réseau d'entraide. C'est la catastrophe, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a mis en place? Par la suite, chaque représentant des sous-groupes est invité à partager ce qui avait été dit dans son sous-groupe pour contaminer les autres sous-groupes, avant qu'on enchaîne avec l'activité du scénario idéal où là, on bâtissait finalement notre réseau d'entraide de rêve. Donc, quelques caractéristiques des participants qui ont pris part au forum. Donc, on a eu seulement 12 personnes qui sont présentées pour participer. C'était beaucoup moins que ce qu'on aurait espéré. Par contre, à défaut d'avoir la quantité, on avait certainement la qualité. Donc, des gens super motivés à venir nous parler de leurs idées. Par rapport à leurs habitudes de bénévolat, sans trop de surprise, c'est quand même des gens qui étaient habitués et qui avaient l'habitude de s'impliquer dans leur communauté.
On leur a aussi demandé c'était quoi leur relation avec le phare. Donc, certains étaient des membres... en fait, il y avait un locataire qui voulait potentiellement habiter au phare. Il y avait des membres de la famille aussi de locataires potentiels, des membres du conseil d'administration. Donc, ça, c'était plus des personnes qui avaient un lien plus intime, par exemple, avec le phare des îles. Mais on avait aussi des membres de la communauté qui disaient simplement que le projet les intéressait, qui trouvaient ça important de s'y impliquer, et des membres d'organisations, donc des représentants d'organisations qui pourraient potentiellement être impliqués à collaborer à cet éventuel réseau d'entraide-là. Donc ici, je vous partage là, les idées qui ont été partagées par les participants lors du forum. Donc, ce sont des analyses préliminaires. Donc, les personnes ont parlé de beaucoup de sources d'inspiration locales, donc des initiatives qui ont bien fonctionné ou non aux îles, mais desquelles il serait pertinent de s'inspirer dans le développement de notre réseau d'entraide. Ils ont aussi nommé plusieurs conditions favorables à mettre en place en amont. Donc, on disait que c'était vraiment important de créer un terreau fertile avant même de penser à mettre en place le réseau d'entraide pour mettre les chances de notre côté que ça fonctionne bien. D'abord, qu'il y ait une bonne harmonie au phare, d'avoir donné le temps aussi aux locataires d'apprivoiser le quartier, d'avoir trouvé leur repère dans leur nouvel environnement, de développer une vision positive du phare dans la communauté, donc que déjà les membres de la communauté voient le phare d'un œil positif, d'un bon œil, pour que quand on demande, par exemple, de s'impliquer dans le réseau d'entraide, les gens aient envie de lever la main parce qu'ils voient déjà ce projet-là comme étant une bonne chose pour leur milieu. D'avoir des bons canaux de communication, des messages clairs, d'avoir les espaces nécessaires et favorables au sein du phare, puis d'avoir les ressources nécessaires, surtout en lien avec la pérennité. Ils ont aussi nommé plusieurs éléments à mettre en place au sein du réseau, plusieurs caractéristiques du réseau, donc de permettre l'évolution, d'avoir une personne qui est responsable aussi. Donc, on disait, oui, on peut demander aux personnes bénévoles de venir interagir avec les gens au phare, de faire des activités ensemble, de les soutenir, mais ça prend quelqu'un qui coordonne tout ça. On peut pas demander à une personne bénévole de faire ça serait beaucoup trop. Aussi, on a nommé l'importance d'offrir du soutien aux personnes impliquées, par exemple une formation initialement sur l'autisme ou la déficience intellectuelle, mais aussi une personne ressource à qui on peut se référer en cas de besoin, qui va nous répondre puis qui va nous conseiller si on a des questionnements ou si on vit des enjeux. De faire des bons pairages, des gens qui s'entendent bien ensemble, idéalement qui ont des intérêts communs aussi. De bien établir c'est quoi l'engagement, que ce soit bien défini, que ce soit clair, puis idéalement que cet engagement-là soit à long terme. De reconnaître les bénévoles, de les valoriser, d'impliquer les personnes, évidemment, du réseau dans les prises de décision et d'évaluer périodiquement l'initiative pour l'améliorer au besoin. Finalement, les personnes participantes ont aussi nommé plusieurs partenaires potentiels des Îles-de-la-Madeleine à impliquer dans le réseau. Pour ce qui est des entrevues avec les locataires, donc comme je l'ai mentionné précédemment, on avait prévu faire des entrevues avec les locataires qui allaient habiter au phare. Par contre, il y a eu des grands délais dans la sélection des locataires au phare, des délais importants qui étaient là, évidemment hors du contrôle de l'organisme, mais qui ont fait en sorte que dans le cadre de mon doctorat, c'était pas possible de faire les entrevues. Donc, ça fait écho à plusieurs éléments qui ont été nommés aujourd'hui par rapport aux enjeux pour la temporalité. Donc, évidemment, nos agendas fonctionnaient pas par rapport à ça. Donc, on a réfléchi ensemble à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour quand même atteindre nos objectifs de recherche, puis réussir surtout à aller collecter des données auprès de personnes autistes et présentant une déficience intellectuelle par rapport à cet éventuel réseau-là. Donc, on a choisi finalement de réaliser 2 autres forums communautaires en collaboration avec 2 autres projets d'appartements supervisés au Québec. Donc, un situé dans la ville de Québec et un situé dans la ville de Shawinigan pour compléter la collecte de données. Donc, je suis présentement en train d'organiser ces forums-là avec ces deux autres organismes. Pour ce qui est des entrevues, ben l'idée, ça va être que le phare va pouvoir les faire éventuellement avec les locataires pour avoir des données plus contextuelles, plus adaptées à leur contexte des Îles-de-la-Madeleine. Donc, moi, je vais les soutenir à cet effet-là, les intervenants du phare, fournir le matériel qui avait déjà été élaboré pour faire ces entrevues-là, puis les accompagner au besoin. Donc, en conclusion, ce qui ressort beaucoup du projet, c'est qu'en fait, la démarche collaborative en soi, le fait qu'on ait formé notre groupe collaboratif puis qu'on ait passé du temps à choisir notre objectif de recherche, ça a permis d'arriver à l'idée de travailler un réseau d'entraide qui est assez novateur puis qui répond à un besoin là qui semble être exprimé par d'autres projets d'appartements supervisés. Donc, souvent, dans les projets d'appartements supervisés, on va travailler très fort, les parents ou les organismes qui portent ces projets-là vont travailler très fort pour développer la bâtisse, avoir du financement, trouver un intervenant. Donc, il y a beaucoup d'étapes à faire. Puis, une fois que les personnes habitent là, on va moins penser à la structure sociale qu'on met autour pour les soutenir à long terme. Donc, c'est vraiment juste ce résultat-là est un résultat intéressant en soi. Pour la suite, on aimerait beaucoup implanter éventuellement un réseau d'entraide, accompagner un organisme à l'implanter concrètement pour voir si ça permet réellement d'atteindre les résultats qu'on a escomptés.
Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Et merci aussi à tous les membres du groupe collaboratif, évidemment, ainsi qu'à l'organisme Le Phare des Îles qui a été très généreux de son temps et de ses idées. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette belle présentation. Il nous en reste juste une, mais pas les moindres. Ça va être Lydia Rissi. Avant de commencer, j'aimerais peut-être tout le monde à se lever debout. C'est eux qui veulent se lever debout. Juste prendre 10 secondes pour s'étirer, prendre une grande respiration. Donc, un gros... Prenez le plus gros soupir que vous avez pris de votre journée. Donc, on inspire. On expire. Merci. Merci. J'en avais besoin aussi. Je vais baisser ça. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Lydia Rissi. Je suis candidate au doctorat en études des populations à l'Institut national de la recherche scientifique. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma présentation « Transformer la recherche en santé sexuelle au Nunavik, l'activisme du plaisir comme cadre théorique et pratique ». La recherche est inspirée par ma pratique professionnelle comme facilitatrice d'espace et animatrice d'activités d'ateliers au Nunavik depuis presque 10 ans, par la préparation de mon terrain de doctorat et par la littérature. Donc, l'objectif de la présentation, c'est de présenter comment la théorie de l'activisme du plaisir d'Adrienne Mary Brown peut être mobilisée en recherche comme cadre théorique, mais aussi comme cadre pratique. Dans d'autres mots, le but de ma recherche, c'est de démontrer comment on peut mobiliser le plaisir pour que le processus de recherche soit plaisant et libérateur à la fois pour les participantes et pour la chercheure, donc moi. Donc, pour ce faire, je vous propose un aperçu de mon projet doctoral, du contexte dans lequel ma recherche s'inscrit, pour après venir discuter des implications théoriques et pratiques de mobiliser l'activisme du plaisir. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste vous avertir que j'ai décidé de mobiliser des représentations de la sexualité dans les arts par des artistes inuits, dans le but de venir vraiment élargir nos compréhensions et les horizons de c'est quoi la sexualité inuit. Donc, certaines photos sont explicites, mais c'était vraiment un choix intentionnel de venir complexifier peut-être l'image qu'on peut avoir de la sexualité inuit. Donc, mon projet doctoral, ma question de recherche, c'est quelle est la portée transformatrice des espaces de récit de plaisir des femmes inuites. Donc, ça s'inscrit dans un contexte de recherche et d'intervention qui est très dominé par la recherche sur les problèmes, donc notamment les violences sexuelles, les ITSS et les grossesses non désirées. Et ça, c'est autant en pratique qu'en recherche. C'est vraiment ça qui domine. Puis quand on parle avec des gens qui pratiquent à la régie des services sociaux et de la santé au Nunavik, une des grandes plaintes, c'est que tout le financement aussi va vers ces enjeux-là. Il y a très peu de financement pour tout ce qui est prévention et programmation. Donc, on axe vraiment l'enjeu, la recherche et l'intervention sur les violences et les problèmes dans la communauté, ce qui peut être problématique à long terme. Donc, mon projet doctoral, pour le réaliser, je vais créer des cercles de perlage. Donc, simplement, puis c'est un peu plus complexe que ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'avec des participantes dans des groupes qui vont être auto-formés, donc avec des gens avec qui on est confortable, on va s'asseoir et on va travailler sur des projets de perlage. Donc, le perlage, c'est l'assemblage de billes, comme on peut voir sur les images-là, pour co-créer un projet artistique ensemble, durant lequel on va discuter de thématiques choisies par la chercheure. Et dans ce cas-ci, c'est l'intersection de la sexualité et du plaisir. Donc, dans le cas de mon projet, je vais organiser des cercles de perlage dans la communauté de Puvirnituk avec des femmes adultes. Et le but, ça va vraiment de créer un espace où est-ce qu'on va être confortable, surtout dans un contexte où la sexualité est hyper tabou, de venir parler de plaisir et de sexe dans une manière qui est vraiment conviviale et confortable. Donc, le perlage, c'est une pratique traditionnelle inuit. Donc, on mobilise vraiment une approche de co-création artistique. Dans l'espace, on va en parler un peu plus tard, mais c'est très favorable à parler. Donc, nos mains sont occupées, on parle librement. Puis c'est adaptable au milieu, donc on peut le faire un peu partout, comme dans l'avion, par exemple. Mais dans ce cas-ci, ça va être à la maison, dans une maison de la famille.
Donc, décoloniser les sexualités inuites. Donc, traditionnellement, au Nunavik, la sexualité et le plaisir étaient discutés entre partenaires romantiques et dans les Ilahit, donc l'idée de la famille élargie, qui, normalement, constitue un lieu privilégié de partage de savoir et d'enseignement. Or, la colonisation et les multiples interventions de l'Église et l'État sont venus introduire un changement au niveau des pratiques et des idéologies sexuelles, notamment en introduisant la pudeur et la tabouisation au niveau de la sexualité. Donc, c'est vraiment un sujet qui est tabou au Nunavik aujourd'hui. Mais on est capable, il y en a vraiment pas beaucoup dans la littérature, de trouver des traces des savoirs liés à la sexualité pré-colonisation dans les Unicat. Donc, les récits de vie, par exemple, des récits de chasse. Quand on partait à la chasse, on pouvait prendre un autre partenaire sur le territoire que la personne avec qui on était en couple dans notre village. Et dans les Unicat, qui sont les légendes. Donc, durant la période de questions, je pourrais élaborer quelles sont ces traces-là. Donc, l'activisme du plaisir, c'est quoi? C'est un concept qui est développé par Adrienne Mary Brown, qui invite vraiment à l'exploration du plaisir et de la justice sociale. Donc, comment est-ce que ces deux concepts-là peuvent venir interagir? On y conceptualise le plaisir comme un aspect libérateur, essentiel et sécuritaire de l'expérience humaine. L'activisme du plaisir, comme c'est défini par Brown, comme le travail qu'on fait sur nous-mêmes pour récupérer notre être entier des impacts, des limitations et des illusions de l'oppression et de la suprématie. Donc, on vient vraiment essayer de déconstruire les structures oppressives dans notre société. Donc, l'activisme du plaisir se propose donc comme une force transformative dans nos vies individuelles et collectives. Donc, l'activisme comme cadre théorique. Donc, la première chose que je pense c'est important, c'est de recentrer le plaisir comme un sujet valide de recherche. Donc, le valoriser, mais aussi le dire qu'on peut étudier le plaisir en contexte de recherche en santé sexuelle, surtout pour venir contester le discours dominant qui est ancré dans les déficits et les traumas dans la recherche en santé sexuelle au Nunavik. Mon choix de l'adopter comme cadre théorique est aussi ancré dans son approche intersectionnelle qui désire ne pas limiter les sexualités aux problèmes. Donc, dans le fond, on veut venir vraiment complexifier l'expérience sexuelle inuite, les expériences sexuelles inuites, et venir se libérer un peu des représentations coloniales, en fait. Donc, on vient conceptualiser la vie inuite dans toute sa complexité de son expérience humaine, qui inclut aussi l'amour, le désir, la passion et le plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est important de mentionner, cette approche théorique-là vient pas effacer et dire on n'a aucun problème, il n'y a pas de problème d'ITSS, il n'y a pas de problème de violence sexuelle, c'est des choses qui restent présentes, mais on cherche plutôt à venir créer un counter-narrative qui va venir mettre en lumière ces enjeux-là dans une autre perspective que celle qui est normalement rapportée. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça va nous apporter d'étudier le plaisir sexuel? Donc, un focus sur le plaisir, ça va venir permettre de favoriser des solutions aux violences qui favorisent l'épanouissement, la créativité et l'écoute. Et finalement, on espère être capable d'avoir un élargissement de la recherche sur la sexualité pour venir développer des interventions stratégiques qui vont être plus holistiques et efficaces. Par exemple, au Groenland, une étude sur la communication dans une communauté inuite sur la communication entre parents et adolescents sur la sexualité démontrait que les deux enjeux que les parents avaient le plus de difficultés à communiquer avec leurs adolescents et adolescentes, c'était pourquoi est-ce que les gens ont des relations sexuelles, ce qui est quand même très important, et aussi, what is it supposed to feel like? Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qui est possible de ressentir quand on a des relations sexuelles ou des relations intimes avec d'autres personnes ou même avec soi-même. Et le fait de pas avoir de récits qui sont culturellement sensibles, donc des récits inuits de plaisir, ça devient très difficile de venir expliquer à son enfant ou de s'appuyer sur, par exemple, la littérature en disant « Ah, tu pourrais lire ce livre ». Donc, vu qu'il n'y a pas de document, ça devient vraiment difficile d'avoir une éducation sexuelle même avec les adolescentes, mais aussi pour les adultes, d'avoir des repères positifs liés à la sexualité dans leur vie. Donc, comme pratique de recherche, vous l'imaginez sûrement, les processus de certification éthique ont quand même tendance de considérer les participants sur des sujets comme ça vraiment vulnérables, à risque, en danger, ce qui prévient des fois de venir explorer des sujets plus sensibles comme la sexualité, mais c'est souvent c'est rendu correct parce que on vient adresser un problème qui est vraiment urgent, alors que le plaisir c'est pas vraiment un problème urgent. Donc, mon but, c'est venir renverser ça et dire que ça peut être, en fait, une expérience très libératrice de participer à un projet qui met de l'avant le plaisir plutôt que les enjeux.
Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer une expérience qui est plaisante et libératrice pour les participantes et pour la chercheure? Donc, à mon avis, il y a 3 aspects qui sont vraiment importants, 3 caractéristiques qui sont vraiment importantes que je vais nommer. Donc, l'idée de créer un espace confortable et flexible, l'équilibre entre la vulnérabilité et le plaisir des participantes et adopter l'humour comme stratégie de recherche. Avant de rentrer dans les détails de comment je vais l'appliquer dans mon projet de recherche, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée l'automne dernier alors que je conduisais à Puvirnituq et à Kuujjuaq des ateliers en santé sexuelle avec des adultes de la communauté et des intervenantes qui se rapprochaient de proche ou de loin en santé sexuelle. Donc, on s'est rejoint à la maison de la famille et il fallait faire la promotion de l'événement parce qu'il manquait des participantes. On savait pas si elles étaient en retard ou si elles allaient pas venir. Donc, une des personnes a dit « Ah, ben je vais prendre l'affiche, je vais appeler à la radio puis je vais dire on va faire la promotion de l'affiche. » Puis là, moi, j'ai dit « Attendez, là, on peut pas juste inviter tout le monde. C'est vraiment important que les personnes qui viennent nous rejoindre soient à l'aise de parler de santé sexuelle. » Puis là, elle m'a dit « Non, on peut pas dire ça à la radio. » Parce que la radio, c'est un espace très important dans la communauté, mais aussi, le mot santé sexuelle existe pas en Inuktitut. Donc, le seul mot le plus proche qu'il a pu utiliser fait de référence directement à un acte pénétratif sexuel, puis il était comme, mais là, c'est tabou, on peut pas inviter les gens à venir parler de sexe. Donc, j'étais comme, OK, ben, on va attendre. Il y a des gens qui se sont présentés, c'était des gens qui étaient à l'aise ou du moins ouverts, donc pas tout le monde a parlé beaucoup dans l'atelier, beaucoup ont écouté. Mais durant l'après-midi, cette même personne-là qui devait faire l'annonce à la radio était comme, je pense vraiment que c'est important qu'on prenne le temps de trouver un mot pour santé sexuelle en Inuktitut. Et comme ça va être un mot qui est long parce qu'il y a vraiment rien de proche de ça dans notre culture. Mais il faut prendre le temps de le faire. Donc, j'ai mis l'atelier qu'on avait planifié en pause. Donc, on a été quand même flexible dans notre journée. Puis, on a fait un brainstorm de définir juste le mot santé sexuelle. Puis on devait écrire sur un post-it c'est quoi la santé sexuelle, mais sans utiliser aucun mot de même famille que sexe. Puis j'ai comme complètement eu un blanc devant le groupe. Ils sont comme mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux le dire en français, tu peux le dire en anglais. J'avais aucune idée comment décrire santé sexuelle ou même sexualité sans utiliser des mots de même famille. Puis les participantes se sont mis à rire et j'ai ri et ça a vraiment créé un espace de confort et de vulnérabilité partagée où est-ce que ben tout le monde était inconfortable parce que ben c'est quoi la sexualité finalement, c'est quoi la santé sexuelle quand que on enlève le mot sexuel ou sexualité. Donc, pour les curieux, je vais mettre le mot qu'on a trouvé à l'écran après. Il est long, puis je vais pas me lancer à le nommer. Mais ça a été vraiment un beau moment de complicité, puis ça a vraiment fait du bien de réaliser que des fois, de prendre un pas de recul, de mettre l'atelier en pause, ça peut vraiment favoriser un rapprochement avec les participantes. Donc, dans mon projet de recherche, on va co-créer l'espace de perlage. Donc, je co-construis cet espace-là depuis 2 ans. Je fais des allers-retours à Puvirnituq, à la maison de la famille, pour voir à quoi ça va avoir l'air, qui va participer. Donc, déjà, on a décidé de créer que les groupes allaient être auto-créés. Donc, on va choisir les participantes avec qui on va. Mais déjà, ça permet un rapprochement entre moi et les participantes, se familiariser, ce qui va aider à créer un espace qui est confortable. Au niveau de l'humour, ben l'humour, c'est quelque chose qui est vraiment abondant dans la culture inuit. On rit constamment. On joue à des jeux. Je pense que c'est vraiment, comme je l'ai mentionné dans l'anecdote que j'ai partagée, c'est un outil de rapprochement qui aide. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de sexe, puis rire, puis pas dans une manière qui va stigmatiser les gens, mais qui va vraiment rendre les gens confortables, puis normaliser aussi nos expériences et contribuer au confort. Finalement, c'est sûr, au niveau du confort, pour moi, c'est important qu'on serve du thé, des collations, du café, mais que les participantes puissent sortir de l'espace, aller fumer des cigarettes, prendre de l'air, aller voir les intervenants qui vont être disponibles pour elles durant l'atelier, puis qu'elles reviennent travailler sur leur projet après. Donc, s'il y a un moment de la conversation qu'on n'est pas à l'aise de parler, on peut juste quitter. Donc, c'est ça. Pour reconnaître l'équilibre entre la vulnérabilité et le plaisir, ben c'est de reconnaître que les participants vont probablement partager des choses qui sont difficiles aussi, d'avoir de l'espace pour les accueillir et de favoriser une écoute et un espace accueillant pour ça, même si on veut recentrer constamment la conversation plus sur des éléments positifs de leur expérience. Donc, pour le mot en Inuktitut, donc c'est le mot qui est sur le post-it là. Si on le traduit en français, puis c'est très difficile à traduire, mais c'est l'idée de la santé du corps et de l'esprit tous ensemble dans une perspective sexuelle. C'est le mot avec lequel on est arrivé, puis je suis vraiment contente. Ce qui est ressorti de cet atelier-là qu'on a fait avec les intervenantes, c'est que la régie a décidé de créer un
comité d'aînés au sein de la régie pour trouver un mot en Inuktitut en santé sexuelle. Donc, il y a des aînés Inuits qui travaillent là-dessus en ce moment. Donc, on va avoir un mot idéalement d'ici la fin de mon doctorat pour qu'on puisse vraiment le mobiliser dans la recherche. Donc, pour terminer, j'ai décidé de terminer avec une image de Ashuna qui représente un peu toute l'infini d'horizons et de possibilités que ces discussions-là sur le plaisir vont avoir lieu. Idéalement dans le but de déstigmatiser le plaisir sexuel en recherche, en intervention, mais aussi pour les membres de la communauté. Mais on sait vraiment pas où ça va nous mener. L'idée aussi, c'est de rendre le processus de recherche plaisant pour les participantes et pour la chercheure. Et j'insiste, je pense vraiment que si on fait une maîtrise ou un doctorat, c'est important d'avoir du fun à un moment donné, puis pas juste stresser. Puis idéalement, avec qu'est-ce qui va ressortir de ces récits-là, on aimerait ça être en mesure de venir promouvoir des changements dans la programmation d'ateliers en sexualité, autant dans le curriculum d'éducation sexuelle au secondaire que des ateliers plus holistiques pour les membres de la communauté, aînés, adultes, à personnes qui sont plus à l'école secondaire. Merci.